Bonne nouvelle, le Mali détient désormais la totalité du capital de la mine d'or de Yatela. Une convention de rétrocession entre le gouvernement et les responsables des sociétés minières a été signée dans ce sens. La rétrocession de cette mine à l'État malien devra permettre de renforcer les capacités de la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Célébration à Sibi de la journée internationale de la femme rurale, couplée à celle de l'alimentation. L'objectif de ces journées est de renforcer le rôle et la place des femmes rurales dans la construction des Mali nouveaux. Des matériels agricoles ont été remis à des organisations et un chiffre attire les attentions. Plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde à cause de la malnutrition. Bamako accueille le samedi prochain les ministres en charge de l'industrie et du commerce de l'espace AES. Au menu de la rencontre, l'harmonisation des textes. Les experts balisent le terrain pendant 2 jours. Les conclusions issues de ces travaux seront soumises au ministre pour validation. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard. Vous servir est un réel plaisir. Le Premier ministre, Dr Choguel Koukalamaïga, a présidé ce matin les travaux de la 9e session extraordinaire de l'AGEFO, Agence de gestion du Fonds d'accès universel. Parmi les décisions issues de cette session, la mise en œuvre très prochainement de la phase 2 du projet de désenclavement et de modernisation des systèmes d'information et de communication fiables et sécurisés des forces armées maliennes. Ce projet devrait donner à nos FAMA les moyens d'action dans le cadre de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Le reportage de Mamari Koné et Ali Outouri. La 9e session extraordinaire du conseil d'administration de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, AGEFO, se tient au moment où notre pays est confronté à de multiples défis sécuritaires et sanitaires. À ceci s'ajoute l'accès des populations des zones rurales aux infrastructures des technologies de l'information et de la communication, conformément à la vision du président de la transition. Face à ces défis et dans le cadre de l'exécution du programme d'action gouvernemental, l'AGEFO poursuit la mise en œuvre de son programme d'activité au chapitre duquel sont inscrits les projets ci-après. Le projet d'extension de la couverture réseau téléphonique dans les localités du Mali au compte de l'AGEFO, phase 2, en bonne synergie avec l'autorité de régulation des télécommunications et des technologies, de l'information, de la communication et des postes, l'AMRTP. Le projet de mise en place de 20 centres d'accès universel containerisés. Le projet de mise en place de 5 cases Wi-Fi opérationnelles mobiles. Le projet de mise en place des points d'accès Wi-Fi dans les hôpitaux. Le projet de mise en place d'une plateforme numérique télémédecine intégrée au centre maternel et néonatal au Mali. Le projet e-éducation. La finalisation du projet de renforcement des moyens de transmission de communication de la direction générale de la police nationale. Le projet d'extension de la couverture LTE au compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Bamako et à Ségou, phase 1. Et enfin, la construction du siège de l'AGEFO. Au cours de cette session, les administrateurs se sont prononcés sur la note d'analyse de financement de projets de désenclavement et de modernisation des systèmes d'information et de communication fiables des forces armées et de sécurité. L'acquisition et le déploiement du système LTE rapide dans le cadre du renforcement des moyens de communication des FAMA est plus que nécessaire afin de donner les moyens d'action à nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire qui nécessite une adaptation adéquate aux nouvelles menaces, ce système constitue une bonne alternative pouvant intégrer les réseaux HF et VHS existants utilisés par nos forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le système LTE rapide et efficace en cas de sinistre, de sécurisation, de convois et d'anticipation pour tout autre événement. Les administrateurs ont également analysé la possibilité pour l'AGEFO de disposer de nouveaux comptes bancaires pour le financement des investissements publics pour l'accès universel au TIC dans les zones rurales.
Outil au service du développement, l'AGEFO s'attelle à la promotion de la stratégie nationale en matière de TIC. L'objectif recherché est la réduction significative de la fracture numérique. C'est pourquoi le président du conseil d'administration a invité les administrateurs à veiller sur la bonne mise en œuvre des activités de l'AGEFO. Déjà à l'ouverture des travaux, Dr Shogel Kokalamaïga a eu une pensée émue pour toutes les populations sinistrées de notre pays, mais aussi pour celles des autres pays de l'AES victimes d'inondations. Et cette bonne nouvelle, le Mali détient désormais la totalité du capital de la mine d'or de Yatela. Une convention de rétrocession entre le gouvernement et les sociétés Anglo Gold et IAM Gold a été signée cet après-midi. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances. On notait la présence du ministre des Mines. La rétrocession de cette mine à l'État malien devra permettre de renforcer la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Le reportage de Mamadou Fani. Après une longue période de négociations, le gouvernement du Mali et les sociétés minières Anglo Gold et IAM Gold accordent leur violon pour la rétrocession de la mine d'or de Yatela à la société de recherche d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA. Cette convention qui vient d'être signée aujourd'hui marque la volonté des autorités de notre pays de tout mettre en œuvre pour que l'or brille pour les Maliens. La société Anglo Gold et IAM Gold, c'est les sociétés qui exploitaient la mine de Yatela. Et comme vous le savez, depuis plus de 4 ans, la mine a été arrêtée. La mine a un potentiel important aujourd'hui. IAM Gold et Anglo Gold ont décidé de céder au franc symbolique la mine de Yatela à l'État du Mali. Après les discussions de notre commission technique, la commission d'audit, et appuyée donc par les experts du ministère des Mines, nous avons pu aboutir à un accord aujourd'hui. Et donc la mine de Yatela vient donc désormais définitivement dans le portefeuille de l'État. Et l'État pourra le transférer à la société Sorem, qui pourra donc chercher un partenariat avec des mines qui sont déjà à côté. I just want to say on behalf of Yatela. Il dit qu'il est très heureux d'avoir signé ça parce que c'est pour permettre au gouvernement de reprendre Yatela et d'en faire un meilleur usage pour le chapitre nouveau, pour une ère nouvelle pour Yatela. Il dit qu'il a vraiment apprécié l'appel du ministre et qu'il sera entendu par la hiérarchie et que ça fait plaisir. Et si l'opportunité se présente, pourquoi pas. La mine d'or de Yatela devient désormais un patrimoine de l'État et permettra au Mali de récupérer des dividendes. Nous avons également obtenu donc, le retour de 36 millions de dollars comme fonds de fermeture de la mine. Également, le contentieux fiscal a abouti à un règlement dans les 5 jours d'un montant de 2,5 milliards qui vont revenir également au Trésor. Donc c'est le lieu pour moi de remercier toute l'équipe de négociation. Les sociétés Anglo Gold et IAM Gold se disent prêtes à saisir d'autres opportunités au Mali. Le ministre des Mines, qui était présent à cette cérémonie, a salué la disponibilité des sociétés minières qui ont facilité la signature de cette convention. Nous ouvrons à présent le carnet d'audience du président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta a successivement reçu ce matin l'ambassadeur de Chine au Mali, l'envoyé spécial du président sénégalais et les membres de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille, conduits par leur présidente. Le diplomate chinois était venu à Koulouba pour le suivi des différents accords conclus entre la Chine et le Mali. Quant à Abdoulaye Bathily, lui est porteur de messages et les personnes de petite taille sont venues solliciter le chef de l'État pour un plaidoyer en leur faveur auprès de ses homologues africains. Le compte-rendu de ces audiences avec Sira Bathily. Convergence de vues et concrétisation d'engagement de 2 chefs d'État, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et Xi Jinping de la Chine. Le palais présidentiel de Koulouba ouvre donc ses portes à un partenaire stratégique, la Chine, pour la suite d'une coopération mutuellement avantageuse dont les fondements touchent plusieurs secteurs. L'ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Ziyong, est reçu par le président de la transition pour le suivi des accords conclus entre la Chine et le Mali lors du 9e sommet du Forum
Forum pour la coopération sino-africaine FOCAC 2024 auquel le président Goïta a pris part en septembre. L'on en retient 3 mémorandums. Un mémorandum d'entente avec la société Norenco évoluant dans l'industrie de l'armement, celui d'entente avec Huawei spécialisé dans le domaine des technologies et China Power pour les infrastructures hydroélectriques. Sur demande du président chinois, le partenariat entre les deux pays a été élevé à un niveau stratégique. Une coopération vieille de plus de 60 ans qui se solidifie avec la revitalisation des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de l'agriculture et du secteur énergétique. Diversification de partenariats avec consolidation des liens d'amitié et de fraternité, le Mali maintient le cap. Le président de la transition accorde par la suite une entrevue à l'envoyé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le professeur Abdoulaye Bathily, historien et homme politique plusieurs fois député et ministre, il a été nommé en juillet 2024 comme envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel. Il est porteur d'un message de Bassirou Diomaye Faye au président Goïta. Le président Diomaye Faye a exprimé la volonté du Sénégal avec le Mali de chercher toutes les voies appropriées pour consolider les perspectives de l'unité régionale, de l'unité africaine, sur la base des intérêts de nos peuples qui aspirent à cette unité-là. Bien entendu, il y a des problèmes au sein de la CEDEAO en tant qu'organisation. Mais les peuples veulent continuer à vivre ensemble, à forger leur destin ensemble, à bâtir un avenir commun de progrès et de prospérité. Nous sommes dans la recherche de cette voie. 3 pays de cet espace régional ont décidé de constituer une organisation, l'AES. Le Sénégal considère que tout ce qui va dans le sens du raffermissement des relations entre 2, 3, 4 États, 5 États au-delà, c'est une chose positive. Et ce qu'on peut faire en plus et en mieux à 2, à 3, à 4, il faut le faire, il ne faut pas attendre, il faut le faire. Mais ce qu'on peut faire aussi avec l'ensemble, il faut explorer les voies pour continuer à le faire et même à le faire mieux. C'est quelque chose qui est compris, entendu, accepté et même recherché par tout le monde. Et je me félicite du fait que le président Goïta a exprimé cette volonté du Mali et on n'en doute pas. L'unité africaine avec plus de solidarité pour des défis communs. Les personnes de petite taille en font leur combat au quotidien. Au terme du Forum des personnes de petite taille 2e édition, elles sont venues solliciter le président de la transition pour un plaidoyer auprès de ses homologues africains pour la prise en compte des préoccupations des personnes vivant avec un handicap. On a exhorté au président d'être l'interlocuteur auprès de ses différents homologues des pays invités pour parler de la situation et la discrimination des personnes de petite taille. Parce qu'au Mali, grâce à notre fédération des personnes vivant avec handicap, la situation des personnes de petite taille a été comprise. Donc, mais dans les autres pays, vous voyez, le Bénin n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il n'a pas pu avoir une personne de petite taille. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Si je prends le Burkina Faso, ils ne sont pas du tout structurés. Donc, si je prends le Niger, il n'y a pas une association de personnes de petite taille. Donc, il faut que les mentalités changent. Donc, nous étions là pour féliciter le président et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la réussite, vraiment pour la bonne marche. La 10e édition du Forum africain des personnes de petite taille, mais il nous a rassurés. Il a dit que les résolutions, là, il va parler avec ses autres homologues des pays respectifs. Des assurances qui donnent espoir dans la lutte contre l'exclusion sociale. Les personnes de petite taille recherchent la promotion, le développement et l'épanouissement dans une société équitable.
Et justement, Diarra Kadidiatou Barry est reconduite à la tête de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille pour les 3 prochaines années. Elle a été réélue en marge de la première assemblée générale de la Fédération. Les assises de Bamako ont permis de réviser les textes de la Fédération. Le reportage de Abibatou Koyan-Diakité. La Fédération africaine des associations des personnes de petite taille est créée en 2010 à la suite de l'organisation du premier forum africain. C'était pendant les festivités du cinquantenaire au Mali par la mise en place d'un bureau qui a vu la participation de 7 pays. Depuis la mise en place d'un bureau, on avait souhaité que chaque 3 ans, nous allons partir dans d'autres pays comme le Sénégal, la Guinée-Conakry, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, pour faire l'Assemblée générale de la Fédération, et faire la relecture des textes et faire un nouveau bureau. Cette année, avec l'organisation de la 2e édition de ce forum, ce sont 10 pays africains qui participent à la première Assemblée générale de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille. On va faire les rapports d'activité et les rapports financiers et après on va faire la relecture des textes et aussi mettre un nouveau bureau en place pour continuer les travaux. Une rencontre qui se tient en ce mois d'octobre, mois de lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes. Le sujet était d'ailleurs au centre des échanges. Cette insertion sociale au niveau du Mali est une réalité. Et cette réalité, elle a été effective grâce au combat d'une grande dame. J'ai nommé Mme Diarra, honorable Kadidiatou Barry. Au sein du CNT, nous sommes 4 personnes vivant avec un handicap qui siègent. Et cela n'existe nulle part en Afrique. Comme pour dire combien les autorités soutiennent ces couches sociales vulnérables. La représentante de la ministre de la Santé et du Développement social leur souhaitera au nom du colonel Assamba Diallo Touré plein succès dans les travaux. Travaux à l'issue desquels un bureau de 15 membres est mis en place avec la reconduction de Diarra Kadidiatou Barry comme présidente pour un mandat de 3 ans. Je vous l'annonçais dans les titres, la journée internationale de la femme rurale, couplée à celle de l'alimentation, a été célébrée ce matin à Sibi. Le thème de la journée de l'alimentation est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Une occasion pour les autorités d'inviter la population à lutter contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition. Sur ce dernier point, les chiffres sont alarmants. Plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde à cause de malnutrition et 159 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. Envoyés spéciaux à Sibi, Nyanya Alou Traoré et Djeli Marandiabate. Pour s'alimenter, il faut produire. Le Mali est réputé être une terre d'agriculture avec plus de 80 milliards de francs CFA alloués à ce secteur. Le 16 octobre est un rappel pour les habitants de la terre de bien manger pour mieux vivre. Autrement, dire non au gaspillage alimentaire et à la malnutrition. Manger sain devient ainsi une obligation pour être en bonne santé. En effet, la nourriture est le 3e besoin humain le plus fondamental après l'air et l'eau. Chacun devrait avoir le droit à une alimentation adéquate, accessible à tous et en tout lieu et en tout temps. Les droits humains, tels que le droit à l'alimentation, à la vie et à la liberté, au travail et à l'éducation, sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, dans le monde, plus de 3 milliards de personnes, soit 42% de la population, n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. Cette célébration de la Journée mondiale de l'alimentation s'est tenue à Sibi à juste titre. De nombreux membres du gouvernement ont fait le déplacement au centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire, un haut lieu de l'apprentissage féminin. C'est un ministre de l'Agriculture confiant à l'avenir alimentaire du Mali qui découvre les capacités maliennes de production et de transformation dans les stands d'exposition. Le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année s'intitule « Le droit aux aliments
au service d'une vie et d'un avenir meilleur, ne laisser personne de côté. En effet, l'alimentation par son caractère multisectoriel nécessite la collaboration de tous les secteurs et de tous les partenaires au niveau mondial. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali, sous l'égide des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Boukara Maïga, ne ménageront aucun effort pour garantir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à l'échelle du pays et bâtir une société résiliente gérant rationnellement la précieuse ressource en eau et toutes les autres ressources naturelles. Véritable cheville ouvrière dans la politique de souveraineté alimentaire et du consommé local si cher aux autorités de la transition, l'APECAM en appelle au courage et à l'esprit d'initiative des femmes du Mali. Leurs efforts doivent être valorisés. Elles doivent bénéficier des opportunités qu'offrent le pays et les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, le monde entier est confronté à de nombreux défis, dont le changement climatique, auquel le monde rural ne fait aucune exception. Après les inondations répétées, certaines de nos femmes ont tout perdu, jusqu'à leur habitat. Aujourd'hui, il faudrait, dans le cadre de la solidarité qu'a institué le gouvernement, que les femmes soient regardées prioritairement. Pour matérialiser tous ces projets qui doivent nourrir les futures générations maliennes, les femmes seront sollicitées comme à l'accoutumée. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel à toutes les autorités politiques et administratives, aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers de mettre au cœur de leurs actions ou de faire de l'autonomisation de la femme, et plus particulièrement de la femme rurale, une priorité. Nous demeurons convaincus que l'autonomisation de la femme rurale est une priorité et demeure un facteur très important pour combattre l'insécurité alimentaire, le chômage et aussi un vecteur important de paix et de cohésion sociale, gage de la refondation de notre société. La dimension AES prise en compte lors de la célébration. Le président de l'APECAM était accompagné de son homologue du Burkina Faso. Par ailleurs, les populations de Sibi, en vrai Djatigui, ont pleinement participé aux festivités. Les coopératives de femmes maraîchères et de production de qualité s'y sont largement mobilisées pour témoigner de leur pleine adhésion aux politiques en cours concernant l'épanouissement des femmes. Nous sommes aujourd'hui autonomes grâce à cette activité. Nous remercions le président de la transition pour tous les efforts consentis. Et l'événement a regroupé une dizaine de ministres, preuve de l'attention que le gouvernement accorde aux femmes rurales. Les activités se sont déroulées autour du thème rôle et place des femmes rurales dans la construction d'un Mali nouveau. Les matériels agricoles ont été remis à des groupements de femmes pour favoriser leur plein épanouissement. La cérémonie était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, envoyés spéciaux à Sibi, Barakissa Ouattara et Aruna Diarra. Elle est dotée d'un pouvoir qu'elle semble ignorer. La femme rurale, c'est celle qui s'attelle à produire, transformer et vendre des produits agricoles, joue le rôle de créatrice d'emplois. Bref, elle est une architecte du développement socio-économique de notre pays. La Journée mondiale de la femme rurale est donc l'occasion de reconnaître son mérite. Dans le Mandin, c'est jeudi, 2 Amazones du monde rural nous partagent leur joie. Il y a un an, la ministre de la Promotion de la Femme m'a remis une moto tricycle au moment où je ne pensais avoir même un vélo. Dès que je l'ai réceptionné, je m'en suis servi pour prendre toutes les cultures de maïs qui faisaient l'objet de vols et je les ai ramenées chez moi. Le jour où j'ai reçu ma moto tricycle, je suis allée récupérer mes oignons que j'avais récoltés pour les ramener chez moi. Cette année, j'ai pu cultiver 1 hectare de riz. Je suis sûre que je récolterai pas moins de 100 sacs de riz. Cela grâce à l'engrais organique.
Les femmes rurales ont fortement besoin de terres pour travailler. On nous avait promis 15% de terres aménagées et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre en charge de domaine, pour tenir cette promesse. À monsieur le ministre de l'Agriculture, nous vous demandons de penser aux femmes rurales dans toutes vos initiatives et d'être équitable envers les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Le Mali nouveau est celui où la femme rurale jouit pleinement de ses droits tels que l'accès à la terre, à la santé, à l'éducation, à la formation ou à l'emploi. C'est pourquoi chaque ministre présent a voulu apporter sa touche pour le développement et l'épanouissement de la femme rurale. Représentant 30% dans le sous-secteur de l'élevage et de la pêche, le ministre Youbaba a aussi affirmé que les femmes rurales ont fortement contribué à l'atteinte des résultats des productions animales, avicoles et piscicoles de la campagne agricole 2023. Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter et encourager les femmes rurales pour leur apport inestimable à la quête de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, et cela conformément à la volonté politique affichée des hautes autorités de la transition. La vocation agro-silvo-pastorale de l'économie du Mali nous oblige en tant que décideurs de ne pas chercher une autre alternative à l'autonomisation globale des femmes et des jeunes qui représentent l'écrasante majorité de notre population. Comme à son habitude, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a remis des matériels aux organisations de femmes rurales. Les femmes rurales représentent 60% de la main-d'œuvre agricole et assurent 80% de notre production alimentaire, selon les rapports WATI 2023. Pourtant, elles n'ont accès qu'à 7% des terres agricoles, une statistique qui met en lumière les profondes inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, il est plus jamais nécessaire de réaffirmer notre engagement à combler ces disparités, à valoriser pleinement le rôle des femmes rurales et aussi à tirer le maximum de profit de leur potentiel pour bâtir ou amorcer notre développement en vue de parvenir à une société plus juste et équitable. La ministre accompagnée de ses 8 collègues ont procédé à une visite de stands sur place, des stands où sont exposés des produits locaux transformés et commercialisés par les femmes rurales. Auparavant, la délégation a visité le périmètre maraîcher de la société coopérative Benkadi des femmes de Kamankele et la maison du Kariti. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a animé ce matin un panel de haut niveau sur le consommé local dans l'espace UEMOA. Moussa Alassane Diallo est largement revenu sur les différentes réformes engagées par notre pays afin de promouvoir le Made in Mali. Le reportage de Aridou Matina. Un panel de haut niveau sur le contenu local dans le secteur minier malien est largement débattu sans complaisance par les acteurs du secteur. La rencontre qui a enregistré la participation des différentes composantes du domaine du commerce et de l'industrie, ainsi que la délégation de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso, est organisée par la CECIM dans le cadre du mois du consommé local. La loi prise par l'État pour le contenu local se veut absolument une opportunité à saisir. Le secteur privé doit être au cœur de ce dispositif du contenu local, de façon à assurer une meilleure implication, une meilleure participation du secteur privé dans la prise en charge de l'ensemble des problématiques posées par ce concept d'abord et les avantages que l'on peut en tirer. Le panel développé lors de cette rencontre a pu mettre en exergue les enjeux de la loi et comment est-ce que les acteurs du secteur privé doivent s'en approprier. Une loi a été votée. 51% des actions dans les entreprises minières doivent revenir au Mali. Mais dans l'application, il y a un problème. Donc les actions, 51% doivent revenir au secteur privé. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous. Donc dans l'application, il faut vraiment appliquer cette loi. Cette loi offre beaucoup d'opportunités. Quand vous allez dans une mine, vous allez savoir que 70% ou 80% du chiffre d'affaires, c'est les dépenses. Donc ce qui signifie, c'est qu'il y a 70% de l'activité d'une mine peut être potentiellement donné à des entreprises maliennes.
Et cette loi va permettre justement à ces entreprises maliennes de saisir le maximum de manne financière. La vraie question qui est posée maintenant, c'est comment opérationnaliser le décret d'application sur le contenu local. C'est ça le débat. Comment aujourd'hui le secteur privé malien, dans toute sa composante, doit se préparer à apporter les réponses à la mise en œuvre, n'est-ce pas, du décret relatif au contenu local. Et en cela, il y a des paramètres et des préalables que le secteur du privé doit arriver à mettre en œuvre. Notamment tout ce qui est formation et renforcement des capacités, tout ce qui est capacité technologique, tout ce qui est capacité de financement, tout ce qui est structuration et organisation à mettre en place pour apporter les réponses les mieux adaptées. Avec les nouvelles orientations enclenchées, le ministre Diallo a exhorté l'ensemble des composantes du secteur privé malien à mutualiser les efforts et à mettre en place un cadre de concertation en vue de relever le défi, à savoir booster la croissance économique. Et nous arrivons au dernier titre de cette édition. Bamako accueille à partir du 19 octobre la réunion des ministres en charge de l'industrie et du commerce de l'AES. Cette rencontre permettra de réunir les éléments de politique destinés à renforcer la coordination des activités en matière de commerce dans l'espace. En prélude à cette journée, les experts sont réunis depuis ce matin. Ils travaillent à mutualiser les moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs. Le reportage de Alousseni Touré. Les experts de ces trois pays débattront notamment de la problématique du développement industriel et de la compétitivité du secteur privé dans notre espace commun, l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité aux investissements étrangers directs de l'AES, la facilitation des échanges et l'accroissement des échanges commerciaux intra-AES, la normalisation et les questions de qualité et enfin la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale dans la Confédération. En ce qui concerne la dimension développement, il s'agira pour les États confédérés de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs, notamment pour les échanges commerciaux et la transformation industrielle au sein de l'espace AES. La création de la Confédération fait suite à l'annonce du retrait de nos États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier 2024. À cet égard, l'AES doit être une alternative d'espace plus intégrée avec une plus grande vitalité économique. Devenir la première économie de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et ce faisant, peser sur les prises de décision au niveau du sous-régional et régional, telle doit être l'ambition de la Confédération des États du Sahel. Cette ambition est largement à la portée des États confédérés qui disposent de terres, premier facteur de développement, avec plus de 2 700 000 km² de superficie pour une population estimée à environ 68 800 000 habitants en 2022. La mutualisation des ressources minérales de nos États, en l'occurrence l'or, le manganèse, les minéraux métalliques, l'uranium, la bauxite, le zinc, phosphate et le pétrole, permettra, sans nul doute, la réalisation d'infrastructures structurantes nécessaires pour le décollage économique. Il faut dire d'ores et déjà que les conclusions des travaux des experts sont très attendues par le niveau ministériel qui doit valider l'ensemble des propositions ainsi faites. Sur un autre plan, remise de kits de dignité et d'hygiène menstruelle aux unités de prise en charge des personnes survivantes de VBG. Cette donation d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA aux survivantes des VBG est le fruit de partenariat entre l'UNFPA et le gouvernement du Mali. Le geste entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les détails avec Mariam Kone et Djeli Marandiabati. La donation composée de 700 kits de dignité et 700 kits d'hygiène menstruelle d'une valeur de plus de 17 400 000 francs CFA au bénéfice des femmes et des filles survivantes de violences basées sur le genre. Ces kits devront permettre de renforcer le volet sanitaire en termes d'assistance des plus vulnérables au niveau des One-Stop Centers. Des structures qui ont enregistré depuis 2017 près de 15 000 cas de VBG.
Durant le premier semestre 2024, 7641 incidents de VBG ont été documentés par les VBG VIMS. Ces chiffres nous interpellent tous en tant qu'acteurs, communautés, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, etc. Il faut noter que fort heureusement, plusieurs actions sont menées sous le leadership du gouvernement. L'une de ces actions étant la mise en place de one-stop centers au sein des structures sanitaires à Bamako et dans plusieurs régions administratives du Mali. Cet appui de l'UNFPA n'est pas une première pour soulager les victimes de VBG. En effet, les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA ou le FUNAP, a pour objectif d'accompagner des actions et prioritaires du gouvernement du Mali à travers la mise en œuvre de notre 8e programme de coopération Mali-UNFPA. Il faut noter le rôle crucial joué par les unités de prise en charge holistique de survivants de violences basées sur le genre en matière d'assistance dans la prise en charge médicale, psychosociale, sécuritaire, juridique et judiciaire. Ces centres fonctionnent en permanence avec la gratuité des services. La distribution de ces kits de dignité aux femmes et aux filles permet d'atteindre de multiples buts, à savoir fournir de l'information sur l'hygiène, y compris l'hygiène menstruelle, la santé sexuelle et reproductive, les questions liées aux violences basées sur le genre et les services de prise en charge disponibles. Permettra également d'améliorer la mobilité des femmes et des filles en fournissant des articles sanitaires spécifiques sans lesquels les femmes ne peuvent être vues en public. Les équipements seront acheminés aux différents one-stop centers des communes 1, 4 et 5 ainsi qu'à Kaï, Djema, Yelimani, Koulikoro, Kangaba, Ségou, San, Sikasso et Kouchala. Nous vous l'annoncions le mardi dernier, le décès de Maïmouna Sangaré, la doyenne d'âge du district de Bamako, est décédée à l'âge de 115 ans. Le ministre de la Santé et du Développement social est allé présenter les condoléances du président de la transition à la famille de la défunte. Le reportage de Awa Adaman Koulibaly. Les beaux souvenirs peuvent arracher des sourires même en temps de tristesse. Djara Maïmouna Sangaré envole à sa petite fille 72 heures après sa disparition. Cette chanson est l'une des dernières qu'elle a partagées avec son entourage avant son dernier souffle. Ce jeudi, le colonel Assa Badjalo Touré a présenté à la famille éprouvée les condoléances du président de la transition ainsi que tous les membres du gouvernement. Nous sommes venus au nom du président de la transition, le général Assimi Goïta, au nom de ce premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, au nom de toutes les autorités de la transition, venir présenter tout notre soutien et nos condoléances à la famille. Elle était la doyenne depuis le mois d'octobre. Généralement, on commence le mois par la salutation de la doyenne. En début de mois, on a vu qu'elle ne se sentait pas trop bien, on a reporté. Et c'est ce jeudi même qu'on devrait venir encore pour la saluer. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Elle est morte pendant ce mois de solidarité. Je pense que c'est un signal fort pour nous tous. La famille sera assistée par les plus hautes autorités pour l'enterrement, Inch'Allah. La grand-mère de la cité des Trois Caïmans aura vécu un siècle, une décennie et 5 bonnes années sur cette terre. Voilà, et les obsèques de Maïmouna Sangaré sont prévues demain, vendredi, à partir de 14h à Nyomirambougou. Direction Koulikoro, où le conseiller spécial du président de la transition a remis des kits alimentaires aux personnes démunies de la région et des kits à une jeune femme qui excelle dans le carrelage. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Le reportage de Djemba Moussa Konaté. 100 sacs de riz de 50 kg, 100 bidons d'huile de 20 litres, autant de pâtes alimentaires et des sacs de mil
compose ce don du président de la transition aux personnes démunies de Koulikoro. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des œuvres sociales du président de la transition vise à exprimer sa solidarité et son patriotisme à l'endroit des nécessités de la cité de Meguetan. C'est tout Koulikoro qui remercie le général d'armée pour ce geste, tellement fantastique pour nous, puisque nous vivons dans la précarité ici à Koulikoro. Depuis la fermeture de notre usine, Koulikoro vit mal. Mais avec ces donations, nous ne pouvons que lui remercier et ça nous va droit au cœur. Ce geste du président de la transition ne nous a pas surpris. Tout le monde ne peut pas avoir à la fois. Ceux qui n'ont pas eu cette fois-ci doivent se glorifier avec ceux qui en ont eu. Nous apprécions ces gestes très solidaires du président de la transition. Le président de la transition a également élargi sa solidarité à l'endroit d'une jeune femme qui évolue dans le carrelage en la dotant d'équipements. C'est suite à un dossier que l'ORTM Koulikoro a réalisé sur Mariam Fane, une carreleuse hors du commun, qu'elle a été révélée au public. Je suis très contente de ce geste du président de la transition. Je suis devenue carreleuse. Grâce à mon courage et à ma détermination, j'encourage mes sœurs à se lever pour travailler. La particularité de Koulikoro, c'est que le président de la transition a voulu donner un kit de carrelage à une dame qu'on a vue. C'est pour encourager nos jeunes à aller vers les métiers plus techniques, parce qu'aujourd'hui le Mali a besoin plus de techniciens que d'autres choses. Agibou Dambélé a appelé les bénéficiaires à faire bon usage des kits reçus. Il a en outre invité les personnes de bonne volonté à imiter le président de la transition pour soulager la souffrance des populations. Réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À la date du 17 octobre 2024, plus de 2400 ménages ont bénéficié d'une assistance alimentaire, nous dit Taouda Kone. Regroupant plusieurs départements et services techniques de l'État, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a pour rôle d'atténuer, d'anticiper et gérer les crises et catastrophes que connaît le pays. Les membres, chacun de son côté, a présenté la situation concernant son domaine d'intervention. La présentation qui a eu 84 morts du début des inondations jusqu'à maintenant. Et vous verrez que pour toutes ces 84 personnes découvertes, il y a eu l'intervention des procureurs de la République pour établir que c'est effectivement et exactement à la suite des inondations qu'il y a eu ces décès. Le rôle du ministère de la Justice va aussi par rapport à l'appui aux structures de l'urbanisme, par rapport aux opérations de démolition. Et le ministère de la Justice est là pour assurer que les forces soient à la loi. Il y a la pluie qui vient en Guinée, en Côte d'Ivoire par exemple, et cette pluie coule vers le Mali. Et donc, ça fait que le niveau d'eau monte. Et quand on ajoute les pluies locales aussi, et donc c'est ce qui fait souvent qu'il y a des débordements à certains endroits, parce que vraiment cette année, il y a eu une crue exceptionnelle. Il s'agit aussi de formuler, suivre et mettre en œuvre les recommandations pour atténuer l'impact des inondations sur les populations. Le début du hivernage aujourd'hui, malheureusement, nous déplorons 84 morts, c'est vraiment trop. Aussi, le nombre de sinistrés, c'est vraiment aussi très nombreux. Et aussi la situation des écoles. Donc les autorités ont vraiment pris la situation à bras le corps et ils sont en train vraiment de faire tout pour avoir une rentrée scolaire normale au niveau du pays. Il ressort que du 7 au 13 octobre, 2429 ménages sinistrés ont bénéficié d'une assistance alimentaire et non alimentaire. 430 ménages sinistrés ont reçu un transfert d'argent d'un montant global de 68 900 000 francs CFA. À Aguelog, les populations bénéficient de consultations et traitements du paludisme. C'est une initiative des services de santé de la région de Kidal. On en sait davantage avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka. Dans le cadre de la riposte contre l'augmentation des cas du paludisme dans la région de Kidal, le ministère en charge de la santé et du développement social à travers ses différents services a organisé un approvisionnement de l'ensemble des structures de santé en médicaments et autres intrants de prise en charge du paludisme à Kidal, Tissalit et à Aguelhok.
Nous nous réunissons aujourd'hui au niveau du CSCOM d'Adelhoc pour lancer la campagne de riposte contre le paludisme. Donc nous avons depuis quelques jours reçu un lot important de médicaments offerts par le ministère de la Santé et du Développement social à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Donc depuis plus de 2 semaines, le cercle d'Adelhoc a connu un pic palu vraiment très important. Toutes les localités du cercle ont été vraiment affectées par ces pics palis. Pour soulager les populations vulnérables, la direction régionale de la santé de Kidal a déployé des équipes mobiles de prise en charge du paludisme avec la participation des équipes techniques du CSCOM d'Adelhoc en collaboration avec les autorités administratives et locales. Tout le monde est au courant que l'hivernage a été exceptionnel. Donc du coup, nous avons réussi à enregistrer beaucoup de cas de paludisme cette année. Donc, ce lot de médicaments va beaucoup nous aider à faire face à ces fléaux. Ces équipes mobiles assureront la prise en charge des cas du paludisme pendant 4 jours dans les localités d'accès difficiles et éloignées de l'aire de santé d'Adelhoc et contribueront à diminuer les cas graves et surtout les décès liés au paludisme. L'invité de la semaine s'intéresse aujourd'hui au projet Grand Bamako, un projet ambitieux qui découle d'une vision, celle d'une articulation entre la capitale Bamako et les communes rurales qui l'entourent. Infrastructures routières, mobilité urbaine, assainissement, aménagement du territoire. Le Grand Bamako, c'est des investissements de plus de 160 milliards de francs CFA. Ousmane Sow, le secrétaire permanent du projet Grand Bamako, répond aux questions de Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Il y a les besoins en investissement qu'on estime. Et cette estimation-là s'élève aujourd'hui à 1664 milliards de besoins en investissement pour ces territoires-là. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de concevoir le moteur du Mali. Parce que nous avons le plus grand bassin de vie, c'est le Grand Bamako, mais nous avons également la plus grande concentration des activités économiques du Mali dans ce territoire-là. Mais sans cette mise en contact-là, comme on a dit, zone de production et zone de transformation et de consommation, nous resterons dans l'informel. Mais en mettant ces deux entités ensemble, on crée un engrenage. Et c'est cet engrenage-là qui va être traduit en mouvement de translation pour tirer tout le pays vers le haut. Mais M. Sow, comment est-ce que des collectivités quand même peuvent décider d'endosser une telle responsabilité, un projet si ambitieux? Parce que c'est sur des matières qui ont été transférées aux collectivités. L'assainissement est transféré. Donc si l'assainissement est transféré et que les communes prises séparément ne peuvent pas faire face à l'assainissement de Bamako, il va de soi qu'on puisse envisager, surtout que la loi le permet, qu'on puisse envisager se mettre ensemble pour pouvoir relever ce défi-là. Voilà l'invité de la semaine à suivre dans nos programmes après PMU Mali. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a animé hier sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Occasion pour le ministre Fomba d'informer les hommes de médias sur les actions entreprises par son département. Le reportage de Ali Djoumatina. Chargé de préparer et mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne, le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné des principaux directeurs de son département, a éclairé la lanterne des hommes des médias à la faveur de la conférence de presse mensuelle qu'il a instaurée. Le ministre Fomba, lors de la rencontre, est revenu sur le bilan des activités réalisées par son département du 1er septembre au 12 octobre. Vous savez, au niveau du département, nous avons 3 axes. Et dans le cadre des 3 axes, pour rappel, c'est jeunesse et citoyenneté, face au Barane Dioro. Le deuxième axe, c'est le village des opportunités. Et le troisième axe, c'est le sport citoyen. Donc, à chaque fois, nous travaillons dans le cadre des 3 axes. Mais nous tenons compte également de tout ce que le programme gouvernemental également nous donne. Donc, en fonction du programme gouvernemental, des 3 axes et également de la politique nationale liée à la jeunesse, la politique nationale de développement du sport,
et aujourd'hui la politique nationale du volontariat. Et nous travaillons, et les états généraux, les recommandations des états généraux de la jeunesse, nous travaillons dans ces cadres-là pour pouvoir ressortir un peu, nous orienter dans le cadre de la mise en œuvre des activités en lien avec ce département. La presse qui a répondu massivement à l'appel n'a pas boudé son plaisir à avoir des précisions sur plusieurs situations comme l'état défectueux de la pelouse du stade du 26 mars, constaté tout récemment lors du match Mali-Guinée-Bissau, ou encore le rapport entre l'école de la citoyenneté et la politique nationale de la jeunesse. Il y a également le ministère de la refondation, dans le cadre de la politique nationale de l'éducation aux valeurs, le ministère de la culture, dans le cadre de la charte aux valeurs, et d'autres ministères clés qui constitue aujourd'hui le comité de gestion même de l'école de la citoyenneté. C'est notre initiative sur instruction du président, mais c'est constitué de plusieurs acteurs. Aujourd'hui, nos stades ne servent pas que pour le football ou que pour le sport. Nous le faisons même pour les événements culturels. Nous avons l'habitude également de mettre à disposition le stade pour même les événements religieux. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu peut-être des situations qui ont été très difficiles sur le plan infrastructure. Mais des dispositions ont été prises dès le lendemain de l'événement en cours. Les organisateurs de l'événement sont en discussion aujourd'hui avec nos services. Nous sommes en très bonne voie pour que ces genres de situations puissent ne plus se répéter. Ces cadres instaurés par le département en charge de la jeunesse depuis 2023 se veut un exercice de redevabilité vis-à-vis des acteurs du sport, de la jeunesse et de la construction citoyenne, ainsi que des autorités du pays et des partenaires. Et nous ouvrons la page spéciale AES par le Burkina Faso, où c'est parti pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans les centres de formation professionnelle. Le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique était à Bobo-Dioulasso ce jeudi 17 octobre pour le lancement officiel. Une occasion pour lui de revenir sur la vision du gouvernement à mettre au centre des priorités du moment la question de la formation professionnelle pour permettre au pays d'amorcer sa souveraineté, voire son développement. Le reportage de nos confrères de la RTB, Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. C'est la rentrée officielle des classes pour les centres de formation professionnelle du Burkina. Le ton est donné ici, au centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso, par le ministre en charge du domaine. La formation professionnelle aujourd'hui est au cœur des défis et au cœur de l'engagement. On ne peut pas développer un pays quand on importe tout. On ne peut pas développer un pays quand on exporte tout en matière brute. Il faut que nous soyons capables de fabriquer ce dont on a besoin. Il faut que nous soyons capables de transformer ce qui se trouve chez nous et mettre de la valeur ajoutée pour l'envoyer ailleurs. Et cette vision du capitaine Ibrahim Traoré à faire de la formation professionnelle une priorité du moment est traduite par la création en juillet 2023 de Burkina Soudou Baoudé en Fulfulde, ou la Maison des compétences du Burkina, BSB. Tous les centres de formation professionnelle publics sont maintenant réunis sous la bannière de Burkina Soudou Baoudé. L'idée est d'avoir dans tous les secteurs économiques et sur l'étendue du territoire selon les potentialités, des centres de formation où on va former des jeunes qui vont être capables d'exploiter leur milieu et de donner des produits valables pour la consommation. Le directeur général de BSB, après avoir dressé un bilan positif de l'année scolaire écoulée, donne les perspectives pour cette rentrée pédagogique. Des perspectives qui se résument entre autres au renforcement de la qualité des offres de formation à travers plusieurs innovations telles que la modernisation des infrastructures et équipements et l'instauration d'un prix d'excellence dédié à la formation professionnelle. Nous restons au pays des hommes intègres avec la passation de charges à l'Ordre national des avocats du Burkina.
Maître Batibié Benao est le nouveau bâtonnier. Élu par ses pairs en 2023, il prend officiellement fonction avec son conseil ce jeudi au cours d'une cérémonie. Le nouveau bâtonnier dit s'armer pour affronter et relever les nombreux défis de la profession. Le reportage est signé Jacques Lamissa Tarpaga et Razmani Zundi. Maître Batibié Benao reçoit son bâton de commandement des mains du doyen, Maître Frédéric Titenga Passéré. Il prend ici les rênes de l'Ordre national des avocats pour une durée de 3 ans. Nous entendons au cours de ces 3 prochaines années poursuivre la structuration de notre ordre afin de répondre aux défis de l'heure. Et munis de cette monture ménagée, nous allons faire une meilleure articulation du système de formation initiale et continue des avocats comme fondement solide d'une modernisation de notre pratique professionnelle dans un périmètre que nous allons nous employer à protéger et à étendre et qui sera un cadre où prestent des avocats compétents, intègres et mus par l'esprit de solidarité. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Kilem de Tambela, avocat, était présent à cette passation de charge. Il y avait également Maître Barthélemy Kéré, président du Conseil constitutionnel, ainsi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, tous de la profession. Aussi, des confrères sont venus du Niger et de la Côte d'Ivoire. Durant les 3 dernières années, l'Ordre national des avocats a connu des avancées significatives sous la direction de Maître Issaka Nyamba. Nous avons, de façon régulière, été consultés par l'ALT sur des projets de loi touchant à la justice. Nous avons travaillé à crédibiliser notre institution. Le Conseil de discipline a pu instruire des dossiers, passer des confrères en conseil, sanctionner des confrères. Et d'autres dossiers sont en cours d'instruction. L'Ordre national des avocats a été fondé en 1990, il y a 34 ans. Le nouveau bâtonnier est le 12e à conduire le barreau. Et nous bouclons cette page AES avec l'actualité des forces de défense et de sécurité nigériennes. Pour la semaine du 13 au 16, on note stabilité sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, les FDS ont démantelé des réseaux criminels. Le commentaire de Awa Maman. Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur mission de contrôle de zone dans la région de Tillabéri, permettant de maintenir une stabilité relative dans cette partie du pays, souvent exposée à diverses menaces. Dans la nuit du samedi 12 octobre 2024, une unité des FDS en patrouille près du marché de Yuri a intercepté un véhicule transportant 12 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits. Les premières investigations ont permis de révéler les liens étroits du convoyeur avec des réseaux criminels opérant dans la zone du parc du W. Le 13 octobre 2024, une autre opération de sécurisation a été menée en Banga dans le cadre de l'opération Lakalkanei. Lors de ce raid, un individu suspect, Abdraman Saleh, a été interpellé et 5 motos ont été saisies. Le 15 octobre 2024, des informations ont été reçues concernant l'enlèvement de 4 véhicules en provenance de Méana et se dirigeant vers le marché de Donguro par des groupes criminels armés. Immédiatement, les FDS ont lancé une reconnaissance offensive dans la zone de Zaney et ses environs pour localiser les véhicules et les otages. Au cours de cette opération, 13 individus et un véhicule ont été récupérés par les FDS. Dans le cadre de l'opération Al-Mahaw menée sur la rive gauche du fleuve Niger, la semaine a débuté avec une série d'arrestations significatives ciblant des criminels et leurs complices. Par ailleurs, dans la région d'Ayoru, une patrouille des FDS chargée de la sécurisation du marché hebdomadaire a réussi à interpeller 3 complices de criminels opérant dans les zones de Inates et Anzuru. Parallèlement à Dessa, les forces de sécurité ont arrêté un autre grand bandit activement recherché pour sa complicité avec des groupes criminels sévissant dans la région. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une importante saisie a été réalisée en début de semaine. Parallèlement, sur la route reliant Konni à Sernawa, un contrôle rigoureux des passagers et des marchandises a permis aux forces de sécurité d'intercepter un important lot de produits pharmaceutiques contrefaits. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farato Bouchia, le mardi 15 octobre 2024, dans l'après-midi, des bandits armés ont fait irruption dans des champs agricoles au sud-ouest de Bassira, où ils ont kidnappé 3 personnes et volé du bétail.
Aussitôt alertées, les forces de sécurité ont engagé une poursuite contre les ravisseurs à abandonner le bétail et les otages qui ont été récupérés sains et saufs et ramenés dans leur village. À l'est, dans la région de Difa, malgré un calme relatif, les opérations de contrôle de zone se poursuivent pour assurer la sécurité de la région. Dans le cadre de l'opération Garkoua menée dans les zones de défense numéro 2 et numéro 8, les forces de sécurité ont intensifié la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette semaine, à Avlit, une opération de fouille dans un garage à la périphérie de la ville a permis de saisir 244 boules de cannabis pesant 114,18 kg et 10 sacs contenant 4100 baguettes de dynamite. Aussi, 4 trafiquants ont été arrêtés et remis à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. En parallèle, une patrouille militaire du poste de reconnaissance de Puy-Espoir a intercepté 5 véhicules suspects en provenance d'Agadez et en partance pour Chirfa. Les fouilles ont permis de retrouver dans les véhicules des étuis de cartouches 7,62 par 39 mm et dans les téléphones des conducteurs des vidéos mettant en évidence leur implication dans des activités criminelles. Sur un autre registre, les activités entrant dans le cadre du renforcement des liens armées-nations se poursuivent activement dans la région. Cette semaine, les FDS participant à l'opération Garkoua ont mené une campagne de dons de sang pour l'hôpital de la Cominac afin de soutenir les besoins médicaux de la région. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Octobre Rose, la lutte contre les cancers ne s'arrête pas. Restons mobilisés pour la prévention et le soutien aux personnes touchées. Bonsoir.